Dernier cas important, comment repérer l'équivalence d'un dosage, d'un titrage, lorsque la réaction support de ce titrage est une réaction acide-base? Alors il est possible de faire un suivi pH métrique. Pour chaque ajout de solution titrante, on va mesurer le pH de la solution avec un pH mètre. Regardons cet exemple où on va doser de l'acide méthanoïque qui est présent dans le bécher par une solution de base forte, de l'hydroxyde de sodium qui va être présente dans la burette. Alors, on rajoute de la soude qui est une solution basique, donc on va avoir une augmentation du pH tout au long du titrage. Alors, avant l'équivalence, les ajouts d'hydroxyde de sodium consomment progressivement l'acide méthanoïque qui est dans le bécher, selon l'équation HCO2H plus HO- qui réagit pour donner HCO2- plus H2O. Qu'est-ce que l'on observe? Une lente augmentation du pH de la solution. Quand on va arriver à l'équivalence du dosage, il ne va plus y avoir d'acide méthanoïque dans le bécher, et les ions hydroxydes que l'on va continuer d'ajouter avec la burette vont provoquer cette brusque augmentation du pH. Le pH augmente brusquement, ici à peu près de pH 5 jusqu'à pH 11, c'est ce qu'on appelle le saut de pH. Et si l'on poursuit le titrage, les ions hydroxydes vont continuer à s'accumuler dans la solution et on va observer à nouveau une lente augmentation du pH. Sur cet autre exemple, on va voir comment déterminer avec précision les coordonnées du point équivalent. Pour cela, on va mettre en œuvre une méthode graphique qu'il faut savoir faire, qui s'appelle la méthode des tangentes parallèles. Je vais commencer par tracer une première tangente à la courbe, inclinée d'un angle de 45 degrés, avant l'équivalence du dosage. Je vais alors tracer une deuxième tangente à la courbe, mais après l'équivalence du dosage, qui va être parallèle à la première. Je trace la perpendiculaire à ces deux droites, en traçant une perpendiculaire qui est assez éloignée du saut de pH. Je vais alors repérer le milieu du segment et tracer une troisième droite qui va être parallèle aux deux premières et qui va passer par le milieu du segment. C'est la médiatrice de ce segment. Cette droite coupe la courbe pH égale F de V en un point qui s'appelle le point équivalent, dont je vais pouvoir déterminer les coordonnées. En abscisse, je vais pouvoir ainsi repérer le volume de base versé à l'équivalence, ici qui va être voisin de 14 ml. Et en ordonnée, je vais pouvoir lire le pH de la solution à l'équivalence. Alors il existe une autre méthode pour repérer le volume équivalent. Là aussi c'est une méthode graphique qui consiste à tracer la courbe de la dérivée du pH par rapport au volume titrant. Courbe que l'on va tracer avec un ordinateur. C'est la courbe qui est tracée en bleu ici sur le graphique. Rappelez-vous la signification géométrique de la dérivée. C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point considéré. Pour expliquer cette méthode, on va tracer quelques-unes de ces tangentes. Au début, les tangentes ont des coefficients directeurs qui sont relativement faibles. Quand on va arriver au voisinage du point équivalent, lors du saut de pH, les tangentes vont être de plus en plus verticales, donc le coefficient directeur va augmenter pour passer par un maximum, et puis après diminuer à nouveau. Ainsi, la courbe dérivée passe par un maximum au point équivalent, ce qui va permettre donc de repérer le volume équivalent comme étant l'abscisse du maximum de cette courbe dérivée. Ainsi, pour résumer, lors d'un titrage pH métrique, l'équivalence est repérée par une brusque variation du pH, appelée saut de pH sur la courbe pH égale F du volume titrant. Deux façons de repérer le volume équivalent, soit on utilise la méthode des tangentes parallèles, soit la méthode de la courbe dérivée.
Expérimentalement, comment gérer les ajouts de solutions titrantes lors du dosage? Si par la suite on veut mettre en œuvre la méthode des tangentes parallèles, il va falloir décrire précisément ces zones de la courbe juste avant et après l'équivalence où vont venir s'appuyer ces tangentes. Pour cela, dans ces zones-là, il va falloir resserrer les ajouts et faire des ajouts tous les 0,5 ml, et puis on pourra faire des ajouts tous les 1 ml en dehors de ces zones. Il est aussi possible de repérer l'équivalence par colorimétrie sans faire de suivi pH métrique. Pour cela, il faut utiliser un indicateur coloré adapté. Pour repérer l'équivalence du titrage, la zone de virage de l'indicateur coloré doit être incluse dans le saut de pH. La zone de virage doit donc contenir la valeur du pH à l'équivalence, pHe. Reprenons ici l'exemple du dosage d'une solution d'acide méthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. On a la courbe qui donne le pH en fonction du volume de base ajouté. On peut déterminer les coordonnées du point équivalent en utilisant par exemple la méthode des tangentes parallèles. Ici, le pH à l'équivalence est égal à 8,2. La question que l'on peut se poser, c'est quel indicateur coloré dans la liste qui est proposée ici aurait été adapté pour repérer le volume équivalent. Alors le critère, c'est de choisir un indicateur coloré dont la zone de virage va contenir le pH à l'équivalence. Alors ici, le rouge de Crézol vérifie ce critère. Sa zone de virage est comprise entre 7,2 et 8,8, alors que le pH à l'équivalence est égal à 8,2. Donc le pH à l'équivalence est bien compris entre ces deux valeurs. Donc je vais sélectionner ce rouge de Crézol. On voit apparaître ici sur le graphique la teinte acide de cet indicateur coloré, qui est une teinte jaune, pour des pH plus petits que 7,2, et la teinte basique, qui est rouge, pour des pH supérieurs à 8,8. Entre les pH de 7,2 et de 8,8, on a ce que l'on appelle la teinte sensible de l'indicateur coloré, qui est un mélange de jaune et de rouge, donc ce qui donne une coloration orangée. Lorsque l'on va débuter le dosage, le pH de la solution est égal à 2,6. Donc l'indicateur coloré prend sa teinte acide, c'est-à-dire sa teinte jaune. On va rajouter au fur et à mesure de la solution d'hydroxyde de sodium, le pH va augmenter progressivement et on va se rapprocher de l'équivalence et donc du saut de pH. Et donc, lorsque l'on va atteindre le saut de pH, il suffira de rajouter simplement quelques gouttes pour passer brusquement d'un pH de 6 à un pH de 11. Et donc l'indicateur coloré va virer brutalement du jaune au rouge, ce qui va permettre de repérer l'équivalence à la goutte près. Un autre exemple d'application, à partir de cette courbe de titrage, on va choisir l'indicateur coloré qui va être adapté. Je vais mettre en œuvre la méthode des tangentes parallèles pour repérer le pH à l'équivalence. Je trace donc ma première tangente, puis une deuxième qui est parallèle à la première, tangente à la courbe après l'équivalence. Je trace la perpendiculaire à ces deux droites, et je vais repérer donc le milieu du segment. Je trace ma troisième droite, parallèle aux deux premières, qui vient couper la courbe pH égale F de V au point équivalent. Il me reste à repérer le pH à l'équivalence sur l'axe des ordonnées. Et je trouve ici un pH à l'équivalence qui est égal à 7,4. Je pourrais bien sûr repérer le volume équivalent ici. Qui est égal à 10 ml. Alors, quel indicateur coloré va être adapté pour repérer l'équivalence de ce dosage parmi les trois qui sont proposés dans le tableau, l'hélianthine, le BBT ou la phénolphtaléine? Comme le pH à l'équivalence qu'on vient de déterminer est égal à 7,4, il va donc falloir retenir le BBT. Pourquoi? Parce que sa zone de virage, qui va de 6 à 7,6, contient le pH à l'équivalence. Alors j'ai reporté sur la courbe les différentes teintes de l'indicateur coloré, et on voit bien que cet indicateur coloré est parfaitement adapté pour ce titrage, parce que sa zone de virage est bien incluse dans le saut de pH.
Dernier point de ce chapitre, comment choisir l'indicateur coloré si on ne dispose ni de la courbe pH en fonction de V, ni de la valeur du pH à l'équivalence. Alors il va falloir analyser la composition du mélange à l'équivalence pour pouvoir choisir cet indicateur coloré. Étudions un exemple. C'est le cas du dosage de l'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. On va commencer par écrire l'équation de la réaction. Pour cela, je vais écrire les couples acide-base qui interviennent. CH3CO2H, CH3CO2-, et le couple de l'eau, H2O, HO-. Je souligne les espèces introduites, les réactifs, qui sont ici l'acide éthanoïque et les ions hydroxydes. D'où l'équation de la réaction. CH3CO2H plus HO-, qui va réagir pour donner des ions éthanoates et de l'eau. Il va falloir donc analyser la composition du mélange à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On a introduit juste ce qu'il fallait d'ion hydroxyde pour consommer tout l'acide éthanoïque qui était initialement présent. Donc il n'y a plus dans la solution que des ions éthanoates et aussi des ions sodium qui ont été aussi apportés en même temps que les ions hydroxydes. Ce sont les ions spectateurs. Donc c'est une solution contenant une base faible. CH3CO2-. C'est une solution qui contient une base, ce qui signifie que le pH de la solution à l'équivalence va être basique. Quel indicateur coloré choisir? Il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage va se produire en milieu basique. Donc ici, seule la phénylphtaléine vérifie ce critère.